Bonjour et bienvenue dans Dakodak. En 5 épisodes, je propose de vous emmener à la découverte de l'intelligence artificielle. Prompt, ChatGPT, Midjourney, BI algorithmique. Vous n'avez rien compris à ce que je viens de dire ? Pas de panique, on vous explique. Participer à la société, ça veut dire la connaître. Et ça veut dire connaître notamment l'intelligence artificielle. Vous venez d'entendre l'une des expertes qui intervient dans nos capsules vidéo. Vous aurez également l'occasion de rencontrer des seniors qui, comme vos parents, vos grands-parents, ou peut-être comme vous, découvrent peu à peu l'intelligence artificielle dans leur quotidien. Le FARI est un institut de recherche universitaire en intelligence artificielle, données et robotique, basé au cœur de Bruxelles et copiloté par la VUB et l'ULB. Nous y avons rencontré la responsable de l'engagement citoyen que vous avez déjà aperçue dans un épisode précédent. Je m'appelle Léa Rogliano et nous sommes chez FARI, AI for the Common Good, et nous sommes dans le centre de test et d'expérience. Autour de nous, on a 16 démonstrations, soit d'IA, intelligence artificielle, soit de data, soit de robotique, qui sont là pour vulgariser les recherches qui sont menées dans des laboratoires affiliés à FARI, à la VUB ou à l'ULB. Ce qui nous a plu au FARI, c'est la manière dont l'intelligence artificielle est considérée comme une opportunité d'avancée scientifique, technologique et sociale importante en visant le bien commun. Il y a beaucoup de démonstrations ici qui parlent de ça, d'optimisation de l'énergie, d'économie, de transition écologique, comment on peut arriver à créer une ville plus soutenable dans les 20-30 ans à venir. Et donc c'est ça l'objet des recherches du bien commun. Parmi les expériences impressionnantes auxquelles on a pu assister au FARI, il y a celle des robots en essaim. Les robots, ils sont programmés pour interagir et prendre des décisions collectivement. Il n'y a pas un robot qui décide pour les autres. On les envoie en mission et puis ils s'auto-régulent. C'est fascinant. Là, on voit qu'il a changé de couleur. Et donc ça, on peut l'imaginer pour, par exemple, tout ce qui est évacuation des déchets, tout ce qui est souterrain, tous les canaux souterrains ou d'autres utilisations. On pourrait envoyer dans des endroits inaccessibles des robots, leur dire « faites ça » et puis ils se débrouillent. Voilà de quoi imaginer des applications pertinentes de l'intelligence artificielle dans de nombreux domaines de la société. Mais s'il y a bien un domaine dans lequel je ne doute pas que l'intelligence artificielle représente un réel progrès, c'est la médecine. Pour le vérifier, on s'est rendu dans le bureau du professeur Xavier Gates aux cliniques universitaires Saint-Luc. Ce qu'on voulait comprendre, c'est quand et comment l'intelligence artificielle avait débarqué à l'hôpital, chamboulant ainsi la vie professionnelle des médecins et celle de leurs patients. C'est il y a maintenant 3 ou 4 ans que l'intelligence artificielle s'est invitée dans les traitements de radiothérapie pour essayer de remplacer des tâches que l'homme prend beaucoup de temps à réaliser pour pouvoir finalement optimiser les traitements, aller plus vite dans la prise en charge des patients et pouvoir délivrer les rayons de façon plus précise quand on traite un cancer. Et c'est super important puisque finalement c'est ça qui va conditionner la réussite du traitement, mais aussi les toxicités qui sont relatives au traitement. Et donc on a eu une des premières machines en Belgique de radiothérapie qui intègre l'intelligence artificielle. Très simplement, quand on doit donner des rayons sur une tumeur, d'un jour à l'autre, l'anatomie du patient peut changer, la tumeur peut changer de place, un organe peut grandir ou diminuer, par exemple une vessie qui va se remplir ou se vider. Et tous ces changements anatomiques font que le ciblage des rayons sur la tumeur peut être moins bon d'un jour à l'autre. Et pour corriger en fait ce problème, on va demander à l'intelligence artificielle de redéfinir où se trouve la tumeur et les organes chaque jour, sur base d'une image qui est capturée sur la machine de radiothérapie, et d'ajuster la balistique, la façon dont la machine va venir irradier la tumeur. Et pour ça, elle se base effectivement sur des grandes bases de données de patients, d'images, qui ont été à un moment contourées manuellement par des médecins qui ont généré cette base de données et qui permet de faire le travail qu'un homme fait en 2 heures en 2 ou 3 minutes. Et c'est uniquement parce que l'intelligence artificielle est là aujourd'hui qu'on peut finalement offrir la radiothérapie adaptative aux patients. Avant, c'était inconcevable à cause du problème de temps. On ne peut pas pour chaque patient passer 2 ou 3 heures pour adapter ce traitement. Et puis le patient est sur la table pendant que ça se passe. Et donc un patient ne va jamais rester 2 ou 3 heures. C'est inconfortable. Donc il faut que ça soit court. Ces progrès et ce gain de temps sont indiscutablement des bénéfices de l'intelligence artificielle. Mais faut-il craindre que les médecins finissent par disparaître ? Doit-on avoir peur en tant que patient de voir notre santé pilotée par des machines ?
comme toujours avec l'intelligence artificielle, elle propose et puis les médecins disposent. Donc ça veut dire qu'on doit approuver et valider ce que l'intelligence artificielle fait. Et les différentes règles, c'est toujours la responsabilité du médecin qui est engagée. Et donc si le médecin s'appuie sur de l'intelligence artificielle pour l'aider dans certaines tâches, il devra toujours valider finalement ce que l'intelligence artificielle propose, toujours. Et ce n'est qu'une source supplémentaire finalement d'informations qui peut être très riche en fonction des métiers, mais c'est le médecin qui va décider si le contenu qui est fourni est un contenu qui est valide et qui est adéquat pour le patient. Pierre, l'un des seniors embarqués à la découverte de l'intelligence artificielle via nos capsules vidéo, a lui-même pu constater les progrès dans le domaine de la santé. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il en est fan. Bon, inutile de dire que l'intelligence artificielle, je trouve ça génial. Dans le domaine médical, par exemple. Pour l'avoir vécu moi-même, il y a 100 000 cas qu'il regarde en quelques secondes, semblables, de toute la planète, et qui dit voilà comment ça marche, voilà ce qu'il faut prendre comme médicament, etc. Donc, ce qu'un médecin ou même un laboratoire médical est incapable de faire. Donc, on se rend compte énorme. Une autre des seniors embarqués dans l'aventure d'Akodak, Myriam, a pu observer de près les évolutions du métier de médecin au fil de l'apparition de technologies successives. Je travaille en imagerie médicale et encore plus spécifiquement en médecine nucléaire, qui est une partie de l'imagerie médicale qui est beaucoup plus fonctionnelle que ce que le grand public connaît comme le scanner ou l'IRM, voilà, avec une grosse partie d'oncologie. J'ai commencé en 1983, je pense. L'informatique, très très vite, est devenue un outil majeur dans mon métier. Majeur, mais au début qui n'impactait pas directement mon rôle de médecin ou le rôle du personnel paramédical qui travaille avec moi. C'était de l'ingénierie. Nos machines devenaient 10 fois plus performantes, et puis 1000 fois plus performantes, et plus rapides, et avec une meilleure résolution, et avec. Et tout ça, c'était en 83. Et puis est arrivé Internet. Ça a impacté notre métier de médecin, et pas seulement le côté instrument de notre profession. Ils ont mis en place des programmes, d'abord des databases monstrueuses. Ça, je crois que ça a été le plus gros progrès, parce que vraiment, au lieu d'avoir ton patient en face de toi, avec sa pathologie, et qu'est-ce que j'en fais, comment j'interprète ces images et comment on le traite derrière, il devenait un patient parmi des centaines de milliers d'autres qui avaient été répertoriés, étudiés de près, sur qui on avait essayé ceci, cela. Et donc ça a été un progrès exceptionnel, de nous permettre de communiquer avec le monde entier sur des patients qui avaient la même chose, le même type d'image, rare parfois, que personne ne connaissait. Eh bien si, quelqu'un les connaissait au Japon ou ailleurs, enfin c'était sensationnel. Puis tous les programmes d'imagerie proprement dit, qui permettaient de créer des zones d'intérêt de manière automatisée, de l'intelligence artificielle. Plus Myriam avec son petit crayon sur son PC, l'intelligence artificielle qui le faisait, qui voyait bien plus de choses que nous, qui le faisait de manière plus reproductible. Et donc, par exemple, en oncologie, c'était excessivement important parce que c'est le suivi des patients qui est important pour savoir s'ils répondent ou pas à un traitement. Et donc, dénombrer les lésions, voir si elles grandissent ou si elles se racrapotent, voir si elles sont plus intenses ou si elles se calment. Tout ça, c'était des paramètres avec lesquels on a vraiment pu faire des grands pas dans le suivi de nos patients. Enfin, je trouve, vraiment. Dans le domaine médical, l'intelligence artificielle semble bel et bien être un outil révolutionnaire. Mais le professeur Xavier Gates l'assure, on aura toujours besoin de médecins. Et donc, ça revient toujours à la même chose. C'est un outil qui peut avoir une valeur ajoutée extrêmement importante, mais qui ne nous fait pas l'économie d'aller vérifier finalement si l'information qu'il a utilisée est une information fiable. Nous arrivons à la fin de notre voyage en 5 épisodes dans les coulisses de l'intelligence artificielle. En entamant le travail sur ces capsules vidéo, j'étais très sceptique sur l'intelligence artificielle et ses usages. Je reste inquiète pour certaines questions liées à l'éducation, au métier, ou de manière plus large pour des enjeux sociétaux, éthiques et écologiques qu'on aura peut-être l'occasion d'aborder ensemble une prochaine fois. Mais j'admets volontiers que les progrès dans certains domaines m'ont bluffé. J'ai en tout cas beaucoup appris et j'espère que vous aussi.